La caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso entre dans sa phase opérationnelle. Les membres de la commission de surveillance ont pris fonction ce matin. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir. Adoptée le 9 mai 2017, la loi numéro 23-2017 AN portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso a été mise en œuvre ce vendredi. Les membres de la commission de surveillance de la dite caisse ont été installés dans leurs fonctions respectives par le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. La cérémonie d'installation avec Jonas Tondé et Delphine Banissi. Après l'adoption le 9 mai 2017 de la création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse des dépôts et de consignation du Burkina Faso, voici installés les membres de la commission de surveillance de la dite caisse. La création de cet établissement public se justifie pour plusieurs raisons qui sont essentiellement le besoin d'assurer le financement des investissements structurants, le besoin de financement sur de long terme, la nécessité de doter le pays d'une institution tierce de confiance et aussi la nécessité de sécuriser et rentabiliser les fonds de pension et d'épargne, a indiqué le Premier ministre. Cette nouvelle institution est un établissement public à statut spécial, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle n'est pas soumise à l'agrément bancaire et au dispositif de la loi portant réglementation bancaire. Toutefois, nous avons tenu à doter la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso d'un dispositif prudentiel qui respecte toutes les règles internationales et régionales en la matière. La Caisse de dépôt et de consignation du Burkina Faso intervient en qualité d'investisseur d'intérêt général. Elle n'est donc pas autorisée à consentir des prêts directs à l'État et ses principaux domaines d'intervention sont les programmes prioritaires et innovants du gouvernement et des collectivités territoriales, notamment la réalisation d'infrastructures socio-économiques. Deuxièmement, les secteurs et les besoins non couverts ou insuffisamment couverts par les mécanismes classiques de financement. Troisièmement, les partenariats stratégiques. Et le Premier ministre a dû s'adresser directement aux membres de la commission nouvellement installée. Vous avez le redoutable devoir d'être les garants de l'autonomie de la Caisse de dépôt et consignation du Burkina Faso et d'exercer le contrôle des opérations. C'est votre action qui permettra à cet établissement d'être véritablement un tiers de confiance au-dessus de tout soupçon. Fraîchement installé, le président de cette commission de surveillance, l'honorable Bendi Woba de la majorité, n'a pas manqué de saluer cette noble vision du président du Faso. La création de la Caisse de dépôt et de consignation constitue une vision forte, en particulier du président du Faso, en tant qu'instrument financier puissant, à même de booster de façon autonome le développement de notre pays, à travers des interventions au niveau de nos collectivités territoriales, de l'économie des PME-PMI, des fonds spéciaux, de la promotion économique des jeunes et de nos laboureuses femmes. Monsieur Paul Kabacheba, c'est l'occasion, au nom de tous les membres de la commission de surveillance, de vous adresser nos sincères félicitations pour votre nomination en qualité de directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation. 5 députés, 3 de la majorité et 2 de l'opposition politique, un représentant de la Cour des comptes, 3 représentants du pouvoir exécutif et 2 experts, l'un désigné par la présidente du Faso et l'autre par le président de l'Assemblée nationale. Voici les 11 membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts de consignation du Burkina Faso, laquelle caisse qui sera dirigée par l'ancien Premier ministre Paul Kabatieba, qui devra prêter serment le vendredi 12 juillet prochain à 9h30 devant la représentation nationale. Une caisse qui bénéficie d'une dotation initiale conséquente de l'État à hauteur de 20 milliards de francs CFA.
Ils étaient 25 à recevoir leur diplôme de fin de formation. Eux, ce sont les lauréats de l'Institut biblique Oliab de l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin. La 9e promotion section Morée et également la 29e promotion section française. Tous étaient dans cette assemblée pour recevoir leur diplôme de fin de formation en présence de Xavier Ouedraogo et Moïse Kinda. Soit témoin de Christ, c'est le nom de baptême des lauréats de l'Institut biblique Oliab de Gounguin. Après 3 années de formation, ils ont reçu ce dimanche soir leur diplôme. Au nombre de 25, 15 sont de la 9e promotion, section Morée, et 10 de la 29e promotion, section française. Désormais mieux outillés, ils se disent fiers à servir auprès de leurs pasteurs dans leurs églises respectives. Bon, c'est un sentiment de joie. Et je sais que dans cette joie, il y a un travail qui m'attend. Comme la prédication a dit, je dois bien me comporter pour sauver des âmes à travers la parole et à travers mon comportement. Le nom de baptême des lauréats du jour est tiré du verset 8 des Actes des Apôtres chapitre 1. C'est au regard de cela que les responsables de l'Institut biblique Oliab attendent de ces 25 lauréats qu'ils soient de vrais témoins de Christ dans ce monde. De ces lauréats qui sortent, vraiment, je pense que leur thème nous parle de tout. J'imagine une église, comment existera-t-elle sans vraiment l'évangélisation. À mon avis, l'église cessera d'exister s'il cesse d'être un témoin de Christ dans ce monde. Donc, vraiment, ma prière est que vraiment cette promotion puisse vraiment faire leur travail selon le thème qu'ils ont choisi pour eux-mêmes. Être des témoins de Christ un peu partout là où ils iront pour vraiment glorifier le nom du Seigneur. Créé en 1987, l'Institut biblique Oliab, à nos jours, a pour ambition de former des serviteurs de Dieu, des assemblées évangéliques, selon l'exemple d'Oliab dans Exode chapitre 35, versets 30 à 35. Les rentrées académiques 2019 sont prévues pour le 7 octobre 2019 pour les francophones et le 12 octobre 2019 pour les morophones. Au Soudan, contestataires et généraux de l'armée se sont mis d'accord pour un partage du pouvoir sur une période au moins de 3 ans. Les généraux au pouvoir au Soudan et les dirigeants protestataires sont parvenus à un accord vendredi sur l'épineuse question du transfert de pouvoir aux civils afin de mettre un terme à la crise politique dans le pays. Les deux parties se sont mises d'accord pour établir un conseil souverain par rotation entre les militaires et les civils pour une période de 3 ans ou un peu plus. Ils se sont également mis d'accord pour former un gouvernement civil appelé le gouvernement du patriotisme indépendant et habile, dirigé par un premier ministre aux qualités similaires. Dans les rues de Khartoum et d'Omdurman, la ville voisine, les populations ont explosé de joie. Nous remercions les médiateurs africains et éthiopiens pour leurs efforts et leur patience. Nous remercions également nos frères des forces pour la liberté et le changement pour leur bon état d'esprit. Nous tenons à rassurer toutes les forces politiques, les mouvements armés et tous ceux qui ont participé au changement, des jeunes hommes et femmes, que cet accord sera complet et n'exclura personne et qu'il sera à la hauteur des ambitions du peuple soudanais et de sa pure révolution. Les deux parties se sont également convenues sur la nécessité d'ouvrir une enquête transparente et indépendante sur les événements violents qui se sont produits ces dernières semaines. Le secteur du numérique est en plein essor sur le continent africain. Deuxième plus grand marché en termes de demande dans le monde des technologies de l'information et de la communication, cette TIC se positionne comme le fer de lance des économies des pays africains.
L'innovation numérique offre à l'Afrique une chance sans précédent de développer son économie, créer des emplois et transformer les conditions de vie de sa population. Selon l'Agence de conseil numérique international, les revenus annuels issus de l'économie numérique pourraient atteindre 75 milliards de dollars en 2025, soit près de 10 fois ceux enregistrés en 2014. Maintenant, les conséquences à surveiller, c'est par exemple que la digitalisation demande qu'il y ait une autre expertise. Il ne faudrait pas que ce produit de gestion publique et privée vienne obliger les Africains à devoir payer de lourdes factures à des cabinets internationaux parce que les Africains n'auraient pas acquis les compétences. Selon les conclusions du premier rapport du Centre technique pour l'agriculture et la coopération rurale sur la digitalisation de l'agriculture africaine, le chiffre d'affaires annuel du digital agricole en Afrique subsaharienne serait de 143 millions de dollars, alors que son marché exploitable serait de 2,5 milliards de dollars. Les gouvernements ne semblent pas véritablement se préoccuper de ce qu'on appelle du tout digital en termes de stratégie, en termes de protection, en termes de souveraineté. De nombreuses politiques gouvernementales ont été érigées alors que le problème de digitalisation ou alors la situation de digitalisation ne se posait pas. Pour certains spécialistes, le développement bien planifié de l'infrastructure digitale pourrait stimuler davantage le développement économique et contribuer au changement social sur le continent. L'utilisation du mobile banking, l'utilisation des drones dans l'agriculture ou encore la télémédecine devrait par exemple soutenir les économies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et également un excellent week-end en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à lundi.